nouvel épisode du Forum de Nations. Un forum un petit peu spécifique, bien sûr en raison du confinement actuel. De ce fait, donc, nous sommes en conversation Skype ici avec Hervé Van Latem. Bonjour Hervé. Bonjour. Bien voilà, doublement spécifique d'ailleurs, Hervé, puisque vous avez fait la demande ici en début de semaine, aux adhérents et non-adhérents à Nation d'ailleurs de poser les questions qu'ils souhaitaient pour que vous puissiez y répondre. Donc nous avons récolté pas mal de questions et nous avons essayé donc de pouvoir condenser le tout en un minimum de questions pour que tout le monde puisse avoir sa réponse. Il y a d'ailleurs, je préviens déjà un petit peu d'avance en avant-propos qu'il y aurait une question qui est un petit peu longue en 3 parties et que je me suis permis de condenser en 2 parties aussi. Je le préciserai juste avant aussi. De toute façon, la personne le verra de par elle-même, mais comme ça, ainsi au moins que nous puissions faire preuve de transparence, nous dirons pour le Voilà. coup. Voilà. Donc, je vais tout d'abord vous poser la toute première question, qui est une question de Alain de Scarbeck. Prenez-vous pour argent comptant tout ce que l'on raconte sur le coronavirus? Et sinon, pourquoi nous mentons? Pensez-vous que quelque chose est organisé derrière cette crise? Alors, évidemment, la crise, elle est là. Le virus, il existe et il tue. Hein. Ça, bon, voilà, c'est indéniable. C'est pas ça la question. Mais par contre, j'ai tendance effectivement à prendre tout ce que me dit le système avec des pincettes. Et le meilleur exemple, c'est lorsque les gens du système eux-mêmes reconnaissent qu'on nous ment. Je rappelle l'ancienne ministre de la Santé, Mme Agnès Buzyn, qui a reconnu dans un entretien avec le quotidien Le Monde qu'on était au courant de ce qui allait arriver, qu'on a sciemment menti à l'opinion publique et qu'il y avait moyen de faire autrement. Donc à partir du moment où l'ancienne ministre de la Santé, qui elle-même d'ailleurs a participé à ce mensonge en nous disant que ce n'était pas trop grave, c'était une petite grippe, etc. À partir du moment où cette personne après dit oui, tout le monde était au courant, j'ai averti tout le monde au plus haut niveau de l'État, et que manifestement, on est malgré tout dans le même état d'impréparation et d'incompétence, et qu'en plus, les autorités disent non, on ne savait pas, ça prouve bien on nous ment. Alors, on peut nous mentir pour 36 raisons, et de 36 manières. On peut nous mentir sur le nombre de morts, on peut nous mentir sur le fait de savoir si les autorités étaient bien au courant, bien avant de la vraie nature du danger ou pas. Donc on peut nous mentir sur diverses choses, et je pense qu'on nous ment sur diverses choses. Alors, les raisons pour lesquelles on nous ment, je pense qu'avant tout, comme d'habitude, les politiciens, c'est pour couvrir leurs arrières. Je pense que non seulement ils n'ont pas pu prévoir, or, comme on dit, gouverner c'est prévoir, donc c'est quand même le minimum qu'on leur demande, hein, quand après maintenant ils disent oui, mais non, mais personne n'aurait pu prévoir ça. Mais si, je pense qu'on aurait pu prévoir ça. Ça, c'est d'un. Et en plus, surtout que c'est pas arrivé partout en même temps, au même niveau. Donc, il y avait ce qui se passait en Chine, il suffisait d'en tirer vite et bien les conséquences. Mais ce qu'ils veulent aussi faire, je pense, c'est couvrir leurs arrières pour faire oublier qu'ils sont tout simplement incompétents. Et qu'au-delà au-delà de l'analyse ou pas du réel danger qui nous menaçait, il y a un autre problème. Il y a un problème de l'état dans lequel sont nos sociétés actuellement, l'état dans lequel est le monde hospitalier, l'état dans lequel sont nos finances publiques qui font qu'on ne peut pas faire les commandes qu'on veut parce que ça coûte trop cher. Voilà. Le problème, c'est que la crise du coronavirus, quelle que soit son origine, qu'on ait pu la prévoir ou pas, nous fait exploser à la figure, en tous les cas, l'état de délabrement dans lequel sont nos sociétés. Et si elles sont dans cet état-là, c'est en grande partie à cause des politiciens. C'est pour ça que je pense qu'ils font tout pour mentir, alors pour atténuer leurs responsabilités, aussi pour créer un climat anxiogène, mais sans doute qu'on en parlera après. Mais je pense qu'on nous ment, bien sûr. De là à dire que tout ça est un scénario, je n'irai pas jusque-là, loin de là. Mais je pense que, oui, bien sûr, on nous ment, comme souvent. Hein, à une époque, on nous racontait que les nuages radioactifs venant de Tchernobyl s'arrêtaient aux frontières. Voilà, c'est toujours la même chose. On nous ment, bien entendu, oui. Maintenant, il n'y a plus de frontières, donc du coup, on peut plus dire ça. Hein. Voilà. Ça va, ok. Mais du coup, on va passer à la question suivante. Et oui, justement, je pense qu'on va arriver un peu dans le nœud du sujet, je pense, qui était
entre autres, contourné par ce cher Alain. C'est Michael de Charleroi qui nous disait donc bourse en berne et des millions d'emplois qui viennent de disparaître en une semaine aux États-Unis. Sommes-nous arrivés au crack tant redouté? Et si oui, comment s'en prémunir et quelles sont les solutions? S'en prémunir, donc effectivement, je pense qu'on est à deux doigts d'une catastrophe financière majeure. S'en prémunir, c'est malheureusement trop tard. On est dans un système qui arrivait déjà à bout de souffle et qui maintenant, évidemment, va, je veux dire, cette chute du système risque d'être accélérée à cause de la crise. On voit bien que le capitalisme et que le système capitaliste, le système politico-financier dans lequel on vivait était un colosse au pied d'argile et que un simple, entre guillemets, microbe est en train de peut-être faire basculer tout le système. Donc, il est clair que on est à deux doigts d'une grande... De toute manière, il y aura une récession, ça c'est clair. On va, à la sortie de crise sanitaire, on va tomber dans une crise financière, économique et sociale, mais très grave. Ça, c'est certain. S'en prémunir, c'est trop tard. Alors, quelles sont les solutions? Je pense que les solutions, il faudra bien un jour d'abord demander des comptes aux politiciens, mais enfin, ça ne donne pas la solution. Ça détend, c'est une injustice, mais ça ne donne pas la solution. Ce sera aussi, il va falloir profondément changer cette société. Cette société va changer d'elle-même. Donc, il faudra effectivement, elle va être obligée. Donc, je pense que c'est le moment ou jamais. Et j'espère qu'à la sortie de cette crise sanitaire, les gens vont enfin décider de reprendre leur destin en main et vont arrêter de se faire guider comme des moutons par tous ces politicards qui nous ont amenés à la catastrophe. Hein. C'est pas eux qui ont créé le virus, mais ils sont responsables de la situation qui a fait qu'on n'a pas été capable de faire ce qu'il fallait contre ce virus à temps. Ils sont les responsables, donc il faut changer, il faut balayer ce système. Et à la sortie de la crise sanitaire, ce sera l'occasion ou jamais de le faire. Après, effectivement, je pense que le système capitaliste, comme on le connaît, va être très affaibli. Il faudra surtout ne pas essayer de le rabibocher, de s'y raccrocher, de le sauvegarder. Il faudra simplement changer de société. Les camarades italiens, il y a des années, bien avant tout ça, disaient que un vrai renouveau de l'Europe, enfin notre Europe, pas l'Union européenne, de l'Europe devrait passer par une année zéro. Une année zéro, c'est-à-dire où il faudrait tout recommencer, y compris sur les décombres. Je pense qu'il n'est pas possible qu'on y soit, qu'on arrive à cette année zéro. Et donc, la crise, elle va arriver. La crise, elle va être terrible, je crains. Le tout, c'est qu'il faut en profiter pour reconstruire autre chose. Voilà. Ok, d'accord. La question suivante, c'est un nouveau gouvernement donc minoritaire vient de se former en Belgique, un gouvernement qui est surnommé spécial. Ah oui, c'est une question de Cyril, il ne nous a pas dit de quelle région il vient. Donc ce gouvernement spécial, est-ce qu'on pourrait appeler ça plutôt, est-ce que ça ne cacherait pas le terme plutôt de loi martiale? En fait, voilà, la question est intéressante dans le sens que j'en parlais là tantôt, par rapport une des raisons des mensonges possibles et même probables de nos politiciens, c'est de créer un climat anxiogène. Parce que quand les gens ont peur, ils acceptent beaucoup plus certaines choses. Il va de soi que si, pour une toute autre raison, les autorités avaient dit maintenant, pour diverses raisons, même pour votre propre sécurité, confinement chez vous pendant 3 semaines, mais il y aurait déjà des barricades dans les rues, les gens n'accepteraient pas. Là, les gens acceptent parce qu'ils ont peur. Alors, si la mesure peut se justifier, ce que j'espère, évidemment, c'est qu'elle elle n'est pas perçue, elle n'est pas utilisée par certains pour tester le degré d'acceptation de la population. Et si à un moment cette mesure est encore reportée, il faudra quand même se poser des questions. Moi, je me souviens, lors de la première décision de ce lockdown, comme on appelle ça, jusqu'au 5 avril, on nous disait, parce que le pic va arriver fin mars. Maintenant, on nous dit, on reporte jusqu'au 19 avril, parce que, en fait, le pic va arriver dans 15 jours. Si le 20 avril, on nous dit que le pic va arriver le 10 mai, là, je pense qu'on va commencer. Ça signifiera sans aucun doute qu'on se fout de nos gueules. Et donc,
voilà, ça c'est une chose. De deux, je pense que lorsque la crise sanitaire sera terminée ou arrivera à sa fin, on ne devra pas admettre d'autres restrictions sur nos libertés. C'est-à-dire si le gouvernement disait, oui, ok, maintenant vous pouvez déjà un peu plus sortir de chez vous, vous pouvez aller faire des courses, ou tout ça est rétabli, vous pouvez aller travailler, mais pour quand même éviter que ça reparte, il faudrait éviter quand même encore les rassemblements pendant un mois ou deux. Ça, s'ils le font, c'est qu'il y a autre chose derrière. À ce niveau-là, alors évidemment, je répète, la pandémie, elle existe, personne ne l'a inventée, ok, on est bien d'accord. Mais que des gens utilisent ça pour tout doucement nous amener à autre chose, ça, je pense que c'est pas impossible. Quand on va aller en Belgique quand même, donc il faut quand même savoir que les partis qui sont au gouvernement actuellement, qui est maintenant un gouvernement de plein droit, comptent 38 députés sur 150. Relativement étonnant. Hein. Je rappelle quand même que c'est les mêmes partis politiques qui disaient que Bachar el-Assad est un dictateur alors qu'il y a des élections présidentielles où il est réélu à une large majorité. Eux sont au pouvoir avec 38 députés sur 150, mais eux, c'est des démocrates. Expliquez-moi ça. Mais donc, non seulement alors ce gouvernement de plein droit est ultra minoritaire, non seulement en termes de députés, mais aussi par rapport à la population. La population, je veux dire, non seulement par rapport à toute la population belge, il est minoritaire, mais il est hyper minoritaire en Flandre, puisque les deux plus grands partis flamands ne sont pas dans le gouvernement. Et donc, ces gens-là, en plus d'être au pouvoir, ont exigé et ont obtenu les pouvoirs spéciaux. Ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir toucher maintenant à notre liberté, ils le font déjà, au droit du travail, et ils vont pouvoir prendre des mesures financières et économiques. Alors, c'est pour 30 jours. On parie que dans 30 jours, ils diront que c'est pas assez, qu'à cause de l'importance de la crise, il leur faut plus de temps. Parce que ça, c'est le problème. C'est que on va se servir de ces crises. On va s'en servir pendant des semaines et des semaines et des mois pour, par exemple, pousser à ce que le gouvernement garde ses pouvoirs spéciaux, pour justifier le manque de liberté, aussi pour justifier de toucher au droit du travail, de toucher aux jours de congé, de toucher au salaire, de toucher aux pensions. Parce que, évidemment, la crise, il va arriver, tout cet argent, évidemment, que maintenant le fédéral annonce qu'il investit ou qu'il va investir, il va bien falloir aller le rechercher quelque part. Et ils ne vont pas aller les chercher dans les grandes multinationales. C'est pas Sophie Wilmès, membre du MR, hyper libéral, qui déjà, quand elle était ministre du budget, sanctionnait les services publics. Je rappelle d'ailleurs que les hôpitaux ont perdu beaucoup d'argent à cause de Sophie Wilmès. Hein. Quand je vois aujourd'hui des gens qui font « Oh, Sophie, super Sophie », etc., mais c'est une blague, hein. C'est vraiment une blague. Hein. Absolument. Et donc, ils ne vont pas aller chercher l'argent dans les multinationales, ils vont aller chercher chez qui? Chez vous et chez moi, chez les citoyens. Ils vont dire aux gens, comprenez, à cause de la crise, il va falloir faire des efforts. À cause de la crise, il va falloir renoncer à certains jours de congé. À cause de la crise, il va falloir diminuer vos prétentions salariales. À cause de la crise, il va falloir sacrifier un peu de votre pension. C'est ça qui va arriver, bien entendu. Et comme en plus, cette crise va, je crains, provoquer un grand nombre de demandeurs d'emploi, eh bien les gens, de peur de perdre leur emploi, vont faire des sacrifices. Et effectivement, donc je répète, et pour en revenir à la première question, ce n'est pas un plan à l'origine, bien entendu, ce n'est pas une stratégie, je ne pars pas dans des théories pareilles, mais par contre, je pense que certains vont l'utiliser déjà maintenant, et vont l'utiliser maintenant pour faire passer des mesures sociales qui n'auraient jamais été acceptées par qui que ce soit il y a 3 mois. Bien sûr. Et je pense qu'on peut même déjà surenchérir sur le fait d'autres pays ont déjà pris le pas. Je prends l'exemple de notre très cher voisin et cousin français qui tente en ce moment de faire changer les lois au niveau de l'emploi, justement, de pouvoir faire passer les personnes en confinement, entre autres pour le moment. Leurs employeurs ont le droit de demander aux gens de travailler jusqu'à 60 heures, même si c'est chez eux, pour le même prix. Darmanin essaie de faire passer, entre autres, le fait de prendre des congés durant le confinement. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de choses, de mesures où, en France, ça fait quand même grand bruit de manière générale, quoi. Donc, voilà. Et ce sont des mesures
théoriquement temporaire, et puis après, on vous dira, oui, oui, c'est temporaire, mais ça donne des résultats quand même. Hein. Et donc, les gens qui sont sur base volontaire veulent maintenir ça, eh bien, on continuera avec eux. Et effectivement, si jamais il y a une crise profonde, eh bien, les gens hésiteront à refuser à travailler plus, puisque ça leur fera un peu d'argent en plus. Si évidemment, dans les temps qui vont arriver, ne sera pas dédaigné. Hein. Bien sûr. Ok, bien, merci. Question suivante. Que pensez-vous, donc c'est de Vittorio de Fontaine-l'Évêque, que pensez-vous du manque de solidarité entre États européens? Pourquoi l'Union européenne donne des milliards à l'Afrique pour la crise donc, du coronavirus, alors que l'Italie et l'Espagne en sont totalement démunies? Ben, voilà, je pense que s'il y avait un exemple parmi d'autres pour illustrer le fait que l'Union européenne est un échec profond, que c'est du n'importe quoi, que c'est juste un instrument au service de l'euromondialisme et certainement pas au service des populations, eh bien voilà, la crise du coronavirus aura été cet exemple-là. C'est-à-dire que voilà, je disais là tantôt qu'il y aura l'avant-crise et il y aura l'après-crise et que après la crise, plus rien ne sera comme avant. C'est évidemment aussi en pensant à l'Union européenne. Maintenant, il faut clairement, on l'a déjà fait dans le cadre de certains visuels, mais maintenant, il faudra militer pour un bel exit. Il faut que la Belgique sorte de ce mouroir, de ce tueur de peuple qu'est l'Union européenne. Quand on a une institution qui est incapable, comme vous le dites, de provoquer la solidarité entre populations européennes, qui est incapable d'aider les pays qui sont au bord du gouffre sanitaire, mais qui va envoyer des dizaines de millions d'euros sur d'autres continents, mais on est dans quel délire? C'est l'histoire du père qui a pas assez d'argent pour nourrir ses gosses, mais le peu qu'il a, il les donne aux gosses du voisin. C'est quand même du grand n'importe quoi. Et donc, voilà, tout ça tient dans les manières de fonctionner totalement délirantes, pas délirantes, mais totalement mondialistes de l'Union européenne. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est quitter ce machin. Hein. De Gaulle disait ça de l'ONU. Il disait l'ONU, c'est un machin. Je ne sais pas pour l'ONU, mais l'Union européenne, c'est un machin qu'il faut quitter. Alors, évidemment, on garde une sensibilité européenne dans le sens que l'Europe, c'est un ensemble civilisationnel auquel nous appartenons, auquel nous avons des liens historiques, des liens culturels, des liens identitaires, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais pas cette Union européenne-là. Non, il faut en changer profondément. Et il faut surtout que chaque pays, et on le voit, vous avez beau avoir des grands mots, l'ouverture, la construction européenne, mais dès qu'il y a un problème, chaque pays, eh bien, heureusement, je vais dire, réattrape ce réflexe souverainiste en disant oh, maintenant je vais fermer mes frontières. Vous avez vu, hein? Et maintenant, tout d'un coup, ils disent ah oui, fermer les frontières, c'est pas si mal. Et maintenant, je vais produire pour mon pays, avant tout, etc. Alors, ok, peut-être que lors des réunions paroissiales, des gens vont dire que c'est pas bien, qu'il faut aider son prochain. Il faut aider son prochain. Mais on ne peut bien aider son prochain que quand on a commencé par aider les siens. Hein? Et donc, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et donc, voilà, je pense que les pays, on le voit maintenant, le souverainisme, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas coopérer avec les autres, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des choses en commun, comme la défense, etc. Mais au niveau des choses essentielles, bien, chaque pays pense avant tout à sa propre population, et c'est bien normal. Maintenant, si on a des pays plus grands, plus forts, plus puissants, eh bien, je suis certain que d'eux-mêmes, les Russes sont l'exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'armée russe enfin les médecins militaires russes qui aident l'Italie. Pas les médecins militaires allemands ou anglais, non. Donc c'est bien la preuve que quand un pays est fort et puissant, sans être dans aucune alliance de quelque sorte, il peut lui-même aller aider un autre pays. Et donc, on peut être solidaire, on peut travailler ensemble, mais sans être lié par des pactes qui nous lient les mains et qui, de toute manière, ne nous servent à rien. Vous savez, être dans un pacte mafieux, eh bien, au moins, quand vous avez besoin des mafieux, ils sont là pour vous aider. Eh bien, l'Union européenne, c'est pire que les mafieux, parce qu'elle prend tout votre argent, mais quand vous en avez besoin, elle n'est même pas là.
Oui, c'est clair, c'est clair. Juste une petite rectification du début de ce que vous disiez. C'est pas plusieurs dizaines de millions, ce sont plusieurs milliards qui sont partis. On en est bien au-delà. En quelques semaines, je pense qu'il y a eu 500 millions je peux me tromper, hein, mais presque 500 millions envoyés à la Tunisie si dernièrement, rien que pour la Tunisie. Donc je parle en euros, hein, pas en ancien franc belge. Enfin voilà, on a des montants totalement fous en fait, totalement fous. Donc voilà, ben merci beaucoup. Alors la question suivante provient donc de Élodie de Lalouvière. Comment Nation aurait géré la crise du coronavirus? Ah ben, si on aurait été au pouvoir, d'abord, on aurait. Alors, évidemment, le virus ne s'arrête pas aux frontières, on est bien d'accord. Hein. Mhm. Mais, avec des frontières réellement contrôlées, avec des frontières fermées, enfin, en tous les cas, plus contrôlées qu'elles ne le sont, qu'elles ne l'étaient aujourd'hui, avec des dépistages systématiques de toutes les personnes venant des pays à risque et même d'ailleurs, enfin un dépistage, au moins un contrôle de la température, etc., eh bien évidemment, on aurait nettement diminué l'entrée du virus sur le territoire national. Ça, c'est une chose. De deux, si nous étions au pouvoir depuis plusieurs années, il n'y a qu'à aller voir dans notre programme, c'est la différence entre nous d'ailleurs et une certaine extrême droite, il faut bien reconnaître qu'en règle générale, il est très libéral. Nous ne le sommes pas du tout. Hein. Nous sommes d'ailleurs en partie, hein, on n'est pas non plus marxiste, on n'est pas communiste, mais on pense que l'État doit avoir un beaucoup plus grand rôle dans certaines choses. Et donc, si nous avions été au pouvoir, eh bien, par exemple, eh bien, le monde hospitalier, les services hospitaliers, les services de santé, eh bien, auraient eu d'autres budgets que maintenant. Et donc, forcément, ils seraient déjà un peu plus prêts à guérir à ce qui s'est passé, à ce qui se passe actuellement. Ceci dit aussi, si jamais malgré tout, le virus aurait été aussi grave et aussi fort, malgré les contrôles qu'on aurait pu faire, malgré les mesures qu'on aurait pu prendre, etc., il est clair et net que il aurait été hors de question que dans certains quartiers, parce que c'est le cas aussi, hein, que dans certains quartiers, certaines personnes nient totalement le confinement sans aucun problème. À Anvers, il y a des vidéos qui circulent ce matin où vous voyez des dizaines de personnes dans certains quartiers, des quartiers, disons-le, à forte concentration de personnes d'origine immigrée, où les gars, où les personnes se retrouvent à 10, 20, 30 sur le trottoir, devant la police qui ne dit rien. Il y a eu avant-hier un début d'émeute à Scarbeck parce que la police osait demander à 4 jeunes. Ils ne devaient pas faire du télétravail, à mon avis. Hein. Ils faisaient peut-être du travail, mais pas à domicile, mais ils boulottaient dans la rue, si vous voyez ce que je veux dire. Et ils ont osé demander à 4 jeunes de s'en aller, ça a failli déboucher sur une émeute. Mhm. Ça doit être inacceptable. Donc voilà, je pense que les nations auraient mieux géré ça en amont. Et si jamais on aurait quand même été pris dans l'œil du cyclone, on aurait fait en sorte de faire en sorte qu'effectivement tout le monde se soumette à ce confinement et pas de nouveau, comme d'habitude, toujours les braves gens qui travaillent, qui se soumettent aux instructions et tout, et une grosse minorité de racailles de tout type, hein, d'ailleurs de toutes sortes, qui pensent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent, comme elles le veulent. Ça ne serait pas le cas avec Nation. Ben, la question suivante va changer un petit peu de sujet enfin. C'est vrai qu'on a eu pas mal de questions sur le coronavirus. Donc le coronavirus donc mobilise l'attention en ce moment. Pendant ce temps, donc, la Grèce fait face à une tentative d'invasion provenant donc de la frontière qu'elle a avec la Turquie, en grande partie avec une majorité de Pakistanais et d'Algériens, aidés par l'armée turque. Et pour le moment, donc, la Grèce est aidée entre autres par le groupe Visegrad, qui est entre autres la Hongrie, la Slovaquie, si je ne me trompe pas, la Pologne et un République tchèque, pardon, ainsi que l'Autriche. Et pendant ce temps-là, ben voilà, on n'en parle plus du tout ici en Europe de l'Ouest. Qu'en est-il en ce moment? Qu'est-ce qu'il se passe et ben, quelles seraient les solutions justement? Ben, donc, nous, on est relativement bien au courant, puisque, bon, hein, de nouveau, dans la mouvance, il y a plein de gens qui disent oh, c'est l'héritage de la Grèce, et ils se contentent de mettre un visuel et puis c'est terminé. Nous avons des contacts là-bas, évidemment, hein, beaucoup de contacts avec des camarades nationalistes directs, bien entendu. Alors, évidemment, la crise a été très dure là, mais il semblerait, maintenant il faut prendre ça avec beaucoup de précautions, avec beaucoup de pincettes, mais il semblerait
Alors, est-ce que c'est dû au coronavirus? Est-ce que c'est dû il faut quand même le reconnaître, à la position très ferme de la Grèce là-dessus, des autorités grecques qui ont été intraitables? Est-ce que c'est un peu des deux? Mais il semblerait que tout doucement la pression diminue. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus des camps de migrants qui se vident et ils repartiraient. On ne sait pas trop où, mais ils repartiraient. Maintenant, il n'est pas impossible aussi que ce soit le régime d'Erdogan qui, par peur du coronavirus, en voyant que ça ne cède pas à la frontière grecque, eh bien, a décidé aussi de durcir le ton parce qu'ils ont peur, évidemment, que ces migrants accélèrent la propagation du virus. Donc, je pense que il semblerait que ça aille un peu mieux à ce niveau-là et que donc la pression migratoire diminue un tout petit peu, que certains camps se vident. Bon, c'est pas terminé, mais il semblerait que ça va mieux. Il faut quand même souligner que là, une certaine Europe, malheureusement pas toute, comme vous dites, c'est extraordinaire, hein, que c'est de nouveau, ça a dû être des Autrichiens et des Hongrois qui ont dû aller aider les Grecs et pas le reste de l'Europe. Mais je pense que voilà, ça c'est une petite bonne nouvelle, si ça se confirme, dans tout Il en ce faut qu'on de temps apprend en temps quand actuellement. même. C'est-à-dire qu'on a pu un tout petit peu résister. Mais jusque quand et après cette crise, est-ce que ça ne va pas recommencer? Et voilà, je pense que la seule manière d'empêcher ça, c'est d'abord, euh, de renforcer vraiment les frontières européennes et de créer, alors il existe bien Frontex, mais c'est pour rire, il faut créer un vrai corps, il n'y a pas d'autre terme, européen de garde de nos frontières. Avec des moyens lourds s'il le faut, puisqu'on l'a vu avec ce qui s'est passé en Turquie, où même la police turque aidait quasiment les migrants à certains endroits en faisant enfoncer les grillages par des blindés, ou en tirant eux-mêmes des lacrymogènes sur la police grecque, etc. Eh Sans bien, il compter les faudra. avions aussi qui passaient, les avions de l'armée turque qui rentraient sur le territoire grec aussi, qui venaient narguer, entre autres, qui poussaient vraiment au bout du compte à ce que l'armée grecque fasse un pas de côté et fasse une erreur. Bien Enfin, sûr. Enfin, c'est épouvantable. là, bon, c'est un problème d'armée à armée. Si je parle juste de garde des frontières. Mais donc, il Hum, faudrait quand même, effectivement, avoir un vrai corps de protection des frontières, avec des moyens lourds, pour pouvoir faire face, évidemment, contrôler ceux qui essaient de passer les frontières en douce, mais aussi prêt à faire face à des tentatives d'invasion comme ça, parce que ça va recommencer. Si hum. ce n'est pas à cause de la guerre en Syrie, et d'ailleurs, on sait bien qu'une grande majorité, comme vous le disiez là tantôt, en disant certaines nationalités, une grande majorité des réfugiés n'ont rien à voir avec la Syrie. Mais à mon avis, la pandémie va aussi faire des ravages dans les pays du tiers-monde et donc ça va pousser de nouveau à des migrations massives. Et donc, évidemment, si on n'a pas un corps de défense de frontières assez équipé, mais aussi assez déterminé, j'y reviendrai tantôt, si on n'a pas donc un corps de frontières assez équipé, assez déterminé que pour protéger nos frontières, à un moment, ça va être un tsunami qu'on ne pourra plus contrôler. Alors, quand je dis déterminé, c'est pas tout d'avoir un corps de protection des frontières avec du matériel et des hommes et des moyens. Il faut qu'il y ait une volonté politique. Et à un moment, il faut dire non, maintenant, vous ne passerez pas. Et si vous passez, on fera ce qu'il faut pour vous repousser. Voilà. Donc, il n'y aura pas tant que ce ne sera pas clair dans l'esprit des migrants, eh ben, ils ne se gêneront pas pour venir quand et comme ils veulent. Deuxième chose, il faut arrêter, il faut limiter, d'une manière ou d'une autre, sinon, ne pas supprimer, mais en tous les cas limiter l'espace Schengen. C'est-à-dire que l'espace Schengen ne devrait être euh, libre que pour les personnes qui ont la nationalité d'un des pays européens. Et donc, ce qui éviterait quoi? Ce qui éviterait que ces migrants qui arrivent en Italie, qui arrivent en Grèce, eh bien, n'aient plus de frontières à passer pour se retrouver en France, en Belgique ou en Angleterre. Il faut au moins limiter l'espace Schengen, au moins le réserver aux gens qui sont réellement des citoyens européens. Et à partir du moment où ça se saura que cet espace, que ces frontières internes à l'Europe ne sont plus des passoires, eh bien, ça fera forcément diminuer la pression migratoire parce que ils sauront que même s'ils arrivent à passer en Italie, eh bien, ils devront nous voir un problème pour passer à la frontière suisse, à la frontière française, à la frontière autrichienne, etc. Et donc, forcément, ça, plus savoir qu'il y a une unité de protection des frontières très déterminée, si vous voulez se dire, à les empêcher de passer,
ça devra déjà nettement faire descendre la pression migratoire. Ok, d'accord. Ben, merci beaucoup. Alors, la question suivante, qui est une question de Antoine. Comment expliquer le laxisme wallon en politique au contraire de nos voisins flamands? Euh, voilà, ça c'est un vaste sujet. C'est très large, Je oui. pense je pense qu'il y a une différence historique, il y a une différence culturelle, hein, c'est clair. Hmm, Euh, mais avant tout, je pense que c'est un problème de conscience politique. Et ce qu'on voit en Wallonie illustre bien à quel point la défense de l'identité est quelque chose comment j'ai expliqué ça, d'essentiel. Parce que l'identité, la conscience identitaire, c'est comme c'est comme un anticorps. hmm, C'est-à-dire, c'est beaucoup plus difficile. Je ne dis pas si on n'y arrive pas, hein, parce que partout en Europe, ça va mal. Partout en Europe, on a cette impression quand même que la population est de plus en plus abattue, résignée, soumise au mondialisme, au politiquement correct, etc. Mais ça va encore plus fort et plus vite. La chute, si j'ose dire, va beaucoup plus vite et beaucoup plus fort dans les pays où il y a très peu d'identité, où il y a très peu de conscience identitaire. Et voilà, disons-le, et ce n'est pas faire affront à nos amis wallons, de dire que la Wallonie n'a pas la même identité culturelle, politique et autres que par exemple la Flandre. La hmm, Flandre, ils ont toujours eu cette conscience identitaire liée à la langue, liée à la culture, liée à l'histoire, liée à la terre. hmm, En Wallonie, malheureusement, cette identité qui a existé, il y a eu une langue wallonne, mais qui a été totalement effacée par rapport aux Français. Je pense que donc cette identité qui a existé a été totalement effacée. Et comme elle n'existe plus, eh bien les gens ne réagissent plus que allez, comment je vais expliquer ça? Il y a moins de résistance. Les gens hmm, ont moins cette tendance à dire ah, ça c'est pas normal. Ah là c'est mon identité qu'on est en train de détruire. hmm, C'est le visage même de la société dans laquelle je vis qu'on est en train de changer, etc., etc. Ils sont moins réceptifs à ça. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, loin au contraire, bien au contraire. Il y a, Dieu merci, encore des postes de résistance. C'est pas pour rien que Nation a des sections dans toute la Wallonie. C'est parce que les gens ont un esprit de résistance, bien entendu. hmm. Mais maintenant en Flandre, c'est pas terrible non plus. Hein, les jeux, c'est plus comme avant non plus. On est bien d'accord. Mais il reste Oui. quelque chose. Et donc, quand il n'y a pas ce concept identitaire, cette conscience identitaire, je pense que la chute, que la décadence, que le manque de résistance au mondialisme et comment je vais appeler ça, au lobby immigrationniste sont beaucoup moins forts et que donc ça va, oui, la chute et la décadence vont beaucoup plus vite aussi. Voilà. Hmm. Ok, d'accord. Merci. Alors, la question suivante est une question de Yvon Abinche. Comment Nation lutte-t-il contre les actions stratégiques mondialistes en cours, telles que la disparition du cash ou, je me permets, hop, de prendre la feuille pour être plus proche, ou les publicités antinationalistes et pro-multiculturalistes? Bah, comme on n'est pas au pouvoir, la seule chose qu'on peut faire pour l'instant, c'est d'être des lanceurs d'alerte qui commencent, semblerait-il, à être écoutés. Alors la propagande antinationaliste, bah, par définition, elle a toujours existé, puisque les forces qui sont aujourd'hui au pouvoir en Europe ne veulent absolument pas, évidemment, d'un retour ou au pouvoir de forces patriotiques. Euh, la propagande immigrationniste, bah oui, l'un va avec l'autre. Là, tantôt on parlait d'identité, etc. C'est clair que une des manières de lutter contre cette propagande, c'est de raviver, et pour en venir à votre question précédente, rien n'est perdu en Wallonie. Il faut simplement raviver cette conscience identitaire. Alors cette conscience identitaire, elle peut être évidemment culturelle, etc., mais je pense que c'est dans les choses de tous les jours que ça peut se réveiller. Combien de gens, et on le voit dans les commentaires à certains visuels, tous les jours les gens dans les rues
même s'ils ne savent pas c'est une conscience identitaire, mais ont ce réflexe identitaire. Mm. Quand ils voient deviennent une minorité dans leur propre quartier, quand ils voient que ce qui leur est interdit à eux est toléré à d'autres, quand ils voient que à certains endroits, jour de culte, eh bien, on bloque des rues pour laisser les gens prier. Quand on voit des gens, ils voient que des gens sont en train de, même dans les vêtements, en train de changer visuellement la société dans laquelle ils vivent, eh bien, ils ont un réflexe identitaire. Donc, rien n'est perdu. Et ça doit être simplement une des tâches principales de Mouvement comme Nation, c'est de réveiller ce réflexe identitaire, de réveiller ce complexe, pardon, de réveiller ce réflexe identitaire, j'arriverai à le dire, et, et aussi de dire aux gens, il n'y a rien de honteux. C'est pas du racisme de dire, moi je suis européen et je veux le rester. De dire, moi j'ai des valeurs et je veux les garder. De dire, moi j'ai des traditions, qu'on soit croyant ou pas, mais j'ai des traditions et je veux les garder. Voilà, il n'y a rien de honteux à ça. Il y avait dans le temps une affiche qu'on utilisait, c'était 100% identitaire, 0% raciste. Voilà. Donc ça, c'est une manière de réagir à ça. Par rapport à la disparition du cash, eh bien, ça revient à une des premières questions, à mes premières réponses. Je pense que voilà, ça c'est quelque chose de très concret. Donc vous allez voir que certaines forces vont se servir dans l'avenir par rapport à la crise qui vient de se passer pour imposer. C'est-à-dire qu'ils vont déjà, il y a des supermarchés, des grands magasins, maintenant, on refuse que vous payiez en argent liquide. On dit non, il faut utiliser la carte, etc. Eh bien, vous verrez qu'à la fin de cette crise, des gens vont nous dire, vous voyez bien, le cash, ça ne sert à rien, c'est embêtant, c'est pas sécurisant pour vous, s'il y a encore une pandémie ou une épidémie, on devient plus vite malade, utilisez votre carte de banque, c'est quand même bien plus simple. Oui, ce sera aussi beaucoup plus simple alors, d'abord pour qu'un jour, quand la banque, parce qu'elle sera en faillite, eh bien, elle dira, bah voilà, non, désolé, ou s'il n'est pas en faillite, mais en tout cas en crise grave, ce sera bien plus facile pour la banque de dire, bah écoutez, oui, voilà, on coupe vos comptes, vous ne saurez forcément plus aller chercher, vider vos comptes. C'est ça qui les intéresse, parce que s'il y a une crise de confiance, une grave crise financière, le premier réflexe que risquent d'avoir les gens, c'est d'aller vider leurs comptes. Absolument. Ce qui provoquerait une catastrophe majeure, parce que tout cet argent, il est déjà parti, hein. Les choses soient claires. Hein. Les gens qui ont des comptes en banque se rendent bien compte que quand ils déposent de l'argent sur leur compte, c'est comme s'ils mettaient ça dans un grand seau commun, dans lequel tout le monde se sert pour faire des choses, les banques pour faire des placements, pour faire des prêts, pour faire des opérations moyennes, hein, pour payer plein de choses. Et alors, bon, de temps en temps, quand vous avez besoin de 100 euros, ben, on va prendre dans le seau 100 euros. Mais imaginez qu'à un moment, tous les gens, parce qu'ils ont peur, veuillent vider leur compte. Il n'y a, plus de quoi, leur rendre leur argent. Et donc, évidemment, pour le moment au Liban d'ailleurs. Au Liban, voilà, dans plusieurs pays, en Argentine, etc. Et donc, à ce moment-là, s'il y a du cash, ben évidemment, on peut pas. C'est plus difficile de vous empêcher de le reprendre. À partir du moment où il n'y aura plus de cash, eh bien voilà, c'est terminé. Vous aurez un compte en banque. Un beau jour, vous utiliserez votre carte de banque et on dira ah, on ne sait plus payer. Et vous aurez beau même aller à la banque en disant maintenant je veux vider mon compte. Non, il n'y a plus de cash. Hein, il n'y a plus personne qui accepte le cash. Et ça, ce sera une excuse. Deuxième chose, à partir du moment où vous ne savez plus payer que par votre carte de banque, d'abord un contrôle absolu de l'État sur votre situation financière en permanence, et le jour où vous devenez un méchant citoyen, hop, on coupe le compte en banque et c'est fini. Voilà. Et donc, effectivement, c'est très dangereux et il faut faire très attention à ça, et c'est une des mesures parmi d'autres dont vous allez voir qu'elles vont être mises en vigueur avec l'excuse de la crise. On dira, vous voyez, c'est embêtant le cash. Hein. On va régler ça. Ça, il faut faire très attention. Et donc, une manière de faire, ben, c'est de faire ce qu'on est en train de. Enfin, une des manières de répondre à ça, c'est de faire ce que nous sommes en train de faire. C'est être des lanceurs d'alerte et dire aux gens, attention, rendez-vous bien compte de ce que ça signifie la suppression du cash. Ici, on parle de ça, mais il y a d'autres sujets où, effectivement, des mouvements comme les nôtres, on ne peut être que des donneurs d'alerte.
Ok, d'accord. Ben, merci. Ben, nous arrivons justement à la question dont je parlais en tout début de vidéo, où j'ai fait un petit condensé donc des questions. C'est une question de Emmanuel de Etterbeek. Donc c'est une double question. La première donc qu'il pose, c'est quid de notre statut de francophone à Bruxelles? Parmi les minorités, subissons-nous leurs revendications et leur tyrannie? Et je poserai la deuxième question par la suite une fois qu'on aura terminé la première, parce que c'est un autre sujet. Ben, je pense que francophone ou flamand à Bruxelles, on est de toute manière, d'abord, bientôt, on va être nous-mêmes la minorité. Et de deux, actuellement, effectivement, on vit la dictature de certaines minorités très actives, très activistes, qui, elles, vivent de manière communautariste et votent de manière communautariste et dont les élus issus de ces communautés pensent avant tout à l'intérêt de leur communauté. Et donc, effectivement, à Bruxelles comme ailleurs d'ailleurs, on vit, je pense, une dictature des minorités et ça ne va absolument pas. Alors, bien évidemment, personne ne dit qu'il faut stigmatiser ou qu'il faut être injuste envers les minorités. Il ne faut pas que le monde devienne, enfin, soit sur sa tête. C'est-à-dire qu'on est une minorité, eh ben oui, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Et jusqu'à nouvel ordre, c'est les majorités qui imposent ces devoirs. Et bientôt, ça va être effectivement l'inverse. Et ça, c'est un gros problème à Bruxelles comme ailleurs d'ailleurs. Tout à fait, c'est pareil en Wallonie, hein. Et alors, la deuxième question donc d'Emmanuel Detterbeek, c'est que pensez-vous du communautarisme, justement? Ne serait-il pas plus intéressant pour un mouvement comme Nation de devenir en gros une communauté plutôt qu'un parti? Je pense qu'il avait parlé même de devenir un apparatchik, comment dire, par rapport au mouvement tel qu'il est aujourd'hui. Donc, je pense Ça, qu'il peut prendre quelque chose en comme. fait, en fait dès après les élections de 2019, Mm, c'était une des grandes questions qui aurait dû être débattue. Malheureusement, n'ont pas été pour des raisons internes au mouvement, enfin pour des problèmes que le mouvement a connus, mais qui aurait dû être débattue, c'est-à-dire que faire d'un mouvement comme Nation? Que faire d'un mouvement qui est quand même, quoi qu'on en dise, structuré, organisé, qui est réparti un peu partout dans le pays, qui n'a effectivement, reconnaissons-le, pas un grand succès électoral, mais qui a une vraie dimension militante et activiste, qui a déjà dans le passé organisé des aides sociales et qui a des gens qui sont formés politiquement et techniquement. Alors, c'était une bonne question de dire, est-ce que ça a encore un sens? Et je n'y réponds pas, hein, c'est la question que je pose. mm, Est-ce qu'il y a encore un sens aujourd'hui dans une société, et on le voit encore plus aujourd'hui, dans une société qui va mal, qui était et est menacée par toute une série de dangers, des dangers existentiels. mm. Le tsunami migratoire, les, 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 pandémies, parce que Dieu sait ce qui nous attend encore après, hein, les crises financières profondes, etc., etc., l'anarchie, enfin, l'anarchie pas dans le sens politique, hein, l'anarchie dans le sens qu'il y a des quartiers où tout le monde fait ce qu'il veut, hein. Aujourd'hui, c'est les bandes qui dirigent certains quartiers et plus les autorités. Face à ces problèmes existentiels, est-ce que la nation peut se contenter d'être un mouvement politique comme les autres? Est-ce que c'est vraiment important de savoir si dans 6 ans, enfin dans 4 ans et demi, on aura un conseiller communal dans un bled à côté de n'importe quelle grande ville? Je m'excuse pour le terme bled, mais je veux dire pour une petite ville ou un petit Ouais, village. ouais, Est-ce tout à que, fait. alors ce serait bien d'en avoir, hein, je ne cracherai pas dessus, mais est-ce que c'est ça qui doit être le centre de nos pensées, le Mm. centre de nos visions, de nos plans stratégiques, etc. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Comme se préparer au chaos qui n'est plus demain, au chaos qui est là dans 15 jours ou 3 semaines ou un mois peut-être. Mm. Ça, c'était une bonne question. Il est regrettable que les problèmes internes qui ont lieu en nation, je pense qu'on en parlera tantôt, Ouais, euh, question ont, suivante. empêché, ont empêché un débat, un vrai débat là-dessus. Alors, je ne dis pas qu'on aurait eu la réponse tout de suite, mais après tout, vous voyez, hein, demain, c'est demain, demain, c'est à côté de la porte. Hein. L'avenir, c'est quoi l'avenir? Quand on voit la situation dans laquelle on est, c'est quoi l'avenir?
Le chaos n'est plus pour demain. Le chaos, il est déjà là, il arrive. Et donc, il est regrettable qu'en septembre, pardon, par les agissements de certains, je ferme ma parenthèse, on n'ait pas eu le temps et l'occasion de parler de ça. Mais je pense que plus que jamais, il faut qu'on soit aussi, en tous les cas, tout le monde se communautarise. Il y a le lobby africain, le lobby arabo-musulman, le lobby juif, le lobby gay, le lobby de n'importe qui. Eh bien, un mouvement comme nation doit être maintenant non seulement le lobby des petits Belges, c'est pas péjoratif dans ma bouche, petits Belges, ça doit être le lobby des petits Belges, ça doit être le parti des petits Belges, ça doit être peut-être un jour la seule organisation qui défendra les petits Belges, et pas seulement politiquement, aussi dans la rue, aussi dans la manière de les aider, aussi dans la manière de les protéger. Ce sont des choses, effectivement, auxquelles il faut vraiment penser maintenant. Ok, super, bien merci. Question suivante, on va réouvrir la parenthèse justement de ce que vous disiez il y a quelques instants. Donc la question suivante, je regarde, qui est de Jean-Claude de Ever, qui demandait donc, Nation a connu une crise à l'automne dernier. Quelle est sa situation actuelle et comment avez-vous encaissé le coup? Tout au long de 20 ans, on a eu des épreuves, on a eu des attaques, celle-là évidemment a été beaucoup plus pénible parce qu'elle venait de l'intérieur. Et on est passé au-dessus. Et ça veut dire que effectivement, Nation est vraiment quelque chose de très particulier. Alors, où on en est aujourd'hui, bien, voilà, il y a eu un mauvais coup, il y a eu un moment de flottement, bien entendu, où on a plus passé de temps, malheureusement, à devoir régler des problèmes internes qu'à faire de la politique. Mais malgré tout, néanmoins, regardez bien, on y a consacré relativement peu d'articles et relativement peu de temps. On a toujours essayé de continuer à faire de la politique comme avant. Et il est malheureux d'ailleurs, enfin, il est malheureux que la crise soit là, mais il est d'autant plus malheureux que cette crise a empêché certaines activités d'avoir lieu, parce que là, on aurait bien vu que Nation se portait bien et qu'on avait totalement absorbé le coup. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Nation, c'est une entreprise humaine. Voilà, on a eu nos problèmes, comme le Front National de Le Pen l'a eu à une époque, comme le Vlaams Blok l'a eu à une époque. On a eu nos problèmes. J'espère qu'on est arrivé au bout, je pense bien. Je sais que des gens aussi qui avaient été trompés sont revenus. Hein. Les militants de Verviers, les militants de Liège sont revenus. Je crois savoir que les gens qui ont semé le venin de la division, eux-mêmes sont en train de se diviser. Parce que quand vous lancez ce genre quand vous utilisez quand vous propagez ce genre de venin, forcément vous empoisonnez vous-même souvent. Voilà, maintenant chacun fait ce qu'il veut. Voilà, les gens qui sont soumis au politiquement correct, qui sont des populistes, qui sont des gens qui n'osent même plus critiquer l'immigration en tant que telle, uniquement ses abus pour pas déplaire. Tous ces gens qui ne rêvent que d'une seule chose, c'est éventuellement d'être un jour conseiller communal dans 4 ans. Vous imaginez les échéances, essentielles qui vont se présenter à nos populations, à notre peuple, à nos pays. Et vous avez des gens qui vous disent, oui, mais dans 4 ans et demi, nous allons nous aurons un conseiller communal. Mais de quoi est-ce qu'on parle ici? De quoi est-ce qu'on parle ici? Okay, donc, Nation, ça n'a jamais été une épicerie. Nation, ça n'a jamais été une épicerie. Les épiciers sont partis, tant mieux. Ok, d'accord. Au moins, la réponse est, comment dire, avec un joli point d'exclamation pour terminer la phrase. Alors, on arrive tout doucement à la toute dernière question, qui était d'ailleurs la toute dernière question que nous avons reçue, qui est une question de Guy de Anderlecht. Est-ce que la nouvelle vision unitariste de Nation, donc la création, d'une branche flamande, a une chance? N'est-ce pas contre la tendance actuelle? Alors, petite précision. En fait, on n'a pas créé une branche flamande. On a déclaré que Nation était un parti national. Et donc, il n'y a pas une branche flamande. Il y a Nation, enfin Nation National Beweging, hein, ça c'est plutôt pour une question de terminologie.
Mais si demain, allez, il y a un certain nombre de cadres, comment j'expliquais ça? Par exemple, au comité exécutif du mouvement, il n'y a pas un quota pour les francophones, un quota pour les néerlandophones. Si demain, il y a un certain nombre de responsables qui sont flamands, eh bien, ils seront là, point barre. Il n'y a pas de ah, il faut autant pour la branche francophone, il faut autant pour la branche flamande. Non, c'est un parti national. Comme le PTB, nous sommes les seuls en Belgique, aujourd'hui, avec le PTB, à nous revendiquer un parti national. Alors, c'est pas dans la tendance, ça n'était pas. De toute manière, on ne prend pas nos décisions en fonction des modes ou pas, hein, mais puisqu'on parle de tendance, depuis quelques semaines, quelques mois, avant même la crise, plusieurs politiciens traditionnels, à la lumière de la crise politique dans laquelle on était. Alors, vous voyez, petite parenthèse, hein, en Belgique, quand même, on n'en sort pas. Hein. Crise politique, crise sanitaire, bientôt crise financière, économique. Voilà, c'est le pays de la crise. Hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, mais donc, à la lumière de ce qui se passait avec les négociations qui n'ont sans fin autour de la formation du gouvernement, plusieurs politiciens traditionnels ont retenu que, somme toute, si on simplifiait la vie institutionnelle, ce serait bien pour tout le monde. Et simplifier la vie institutionnelle, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'il y ait plus de Belgique et moins de régions, de communautés, de ci, de ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut les supprimer. Ça veut dire que les règlements institutionnels doivent être doivent être simplifiés. Pour que ce soit simplifié, il faut qu'on en revienne à plus d'États unitaires. Mais les choses ont changé maintenant. La Flandre a une totale autonomie culturelle, financière, enfin pas totale, mais en grande partie financière. Elle est régionalisée. Voilà, c'est plus le parent pauvre de la Belgique, au contraire. Donc maintenant, à un moment, voilà, les choses ont changé. Les choses n'étaient pas honnêtes et pas justes, sans doute, dans l'État belge d'antan. Mais ça ne veut pas dire que pour ça, il faut forcément en arriver à la fin de la Belgique. Je pense qu'au contraire, un État unitaire serait plus intéressant pour tout le monde. D'abord parce que ça éviterait les crises économiques, politiques sans fin, comme on en vivait une avant la crise du corona. Ça permettrait aussi que ce pays soit gouvernable. Soit gouvernable à l'écoute et au respect de la démocratie. À partir du moment où une majorité de la population, qu'elle soit flamande, francophone, peu importe, vote pour une politique, je veux dire, conservatrice, je pense au vote NVA, je pense au vote Blanc-Belagne, je pense au vote même à droite dans les partis, enfin en Belgique francophone, à partir du moment où il y a une majorité de gens qui soient wallons ou francs ou flamands ou bruxellois et qui votent pour un modèle de société, eh bien, il est normal que ce soit vers ce modèle de société, que ce soit vers ce modèle de société que soit orienté le gouvernement. Voilà. Et ça, ce ne sera possible que si on en revient à un volet plus unitaire avec des règles institutionnelles beaucoup moins compliquées. Et par exemple, une des propositions de nation, ça me paraît quand même simple et évident et de bon sens, c'est de dire qu'aux élections fédérales ne pourraient se présenter que des partis, justement, qui sont nationaux. Qu'on puisse voter pour Nation ou pour Dieu sait qui, de Arlon à Ostende. Parce que jusqu'à nouvel ordre, c'est le même pays. Et que le gouvernement fédéral doit, de toute manière, avoir une gouvernance où elle prend compte de la volonté de tous les habitants. On a bien vu avec cette crise, on n'en sortait pas. C'est-à-dire que les partis les plus puissants, c'était le PS, parce qu'en Wallonie, on vote plus PS, et en Flandre, c'est la NVA, parce qu'en Flandre, on vote le plus NVA. Mais ils ne voulaient pas gouverner ensemble. Alors comment on faisait? Parce qu'en plus, il faut une majorité dans chaque régime linguistique. On n'en sortira jamais comme ça. Certainement pas maintenant. Avant, quand c'était le VLD, le CDNV, qui sont du centre droit-bourg, ils pouvaient bien un peu aller se prostituer avec le PS, c'était pas un problème. Mais maintenant, ça devient beaucoup plus difficile. Et donc, voilà, je pense que si
il y avait justement ces listes nationales, eh bien, au niveau arithmétique, ce serait simple. Il faudrait juste alors, effectivement, sans doute faire des accords entre soit une droite dure et des partis centre-droit, ou bien entre des partis de gauche et des partis de centre-gauche. Voilà, mais ce serait simple, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, hein, parce que ça peut aussi tourner dans l'autre sens, on est bien d'accord. Et je pense que ça, c'est une des seules solutions, c'est que au niveau politique et institutionnel au moins, pas au niveau culturel, même pas, peut-être pas au niveau financier, mais au niveau politique et institutionnel, la Belgique doit, enfin l'État doit revenir plus unitaire. C'est plus simple, ça fait gagner de l'argent aussi, ça fait économiser de l'argent, et c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Et je pense que ce ne sera pas mauvais pour l'économie, au contraire. Ok, super. Ben, un grand merci à vous. Nous avons répondu enfin, vous avez répondu à toutes les questions. Bien écoutez, ben, je vous souhaite un bon dimanche à vous, une bonne semaine. Prenez bien soin de vous, ainsi qu'à vous aussi, très chers téléspectateurs, et on se revoit tout prochainement, en confinement ou non, on ne sait pas encore, on verra bien. Voilà, Bonne journée. merci, à bientôt.